à toutes et à tous. Bienvenue à la conférence annuelle organisée donc à Paris, dans cette très belle salle de l'Hôtel de Renaissance. Je suis très heureuse de vous accueillir. Vous êtes venus nombreux à l'invitation donc, de PECB. Donc, c'est grand acteur dans le domaine de l'IT, cybersécurité et protection de la vie privée. Donc aujourd'hui, on va traiter un sujet qui nous tient à cœur et qui, pour la plupart, nous complique aussi la vie au quotidien. La posture de cybersécurité, et on va faire un focus aux avantages, limites et meilleures pratiques pour tirer le meilleur parti de l'IA. C'est un sujet qui est dans l'actualité, qui fait donc beaucoup de réflexions, de travaux, aussi bien à l'échelle locale, nationale, mais aussi internationale. Et grâce à mes trois invités exceptionnels, nous allons faire un état de lieu, donc de bénéfices, donc de limitations, donc de meilleures pratiques de l'IA. Donc, je vous présente Béchir Sebaï, donc, qui est fondateur et CEO de la société ACG Cybersécurité. Bonjour tout le monde. Ici présent. Donc, il gère un cabinet d'audit, de conseil et de gouvernance spécialisé en matière de cybersécurité, donc RGPD et gestion des crises. Il a plus que 17 ans d'expérience en conseil stratégique et opérationnel. Donc, je vous présente également Jérôme Témé. Bonjour. Fondateur de l'école ESD Academy, donc spécialisée en matière de cybersécurité. Il est administrateur du club EBIOS, réserviste militaire au ComCyber. Et également Philippe Wanson. Bonjour. Expert en matière de gestion des risques et de la sécurité de l'information. Il maîtrise parfaitement donc, les domaines des audits de formation. Donc, il est en charge d'une équipe de consultants dans le domaine de gestion des risques, basé en Belgique, avec un parcours de plus que 25 ans d'expérience dans le domaine des services informatiques et officier de réserve dans l'armée belge. Donc, on va commencer notre discussion aujourd'hui. Que reste-t-il de l'humain face au développement de l'IA dans la cybersécurité Béchir. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui à cet événement. Donc, une question très pertinente. Aujourd'hui, comme vous savez, l'IA joue un rôle très important dans le domaine de la cybersécurité. Et par contre, l'humain aussi continue à jouer un rôle essentiel par rapport à l'évolution des menaces. Donc les menaces aujourd'hui en termes de cybersécurité ne cessent d'évoluer, les techniques, les tactiques aussi. C'est vrai que l'IA donc aujourd'hui, elle a permis donc aux responsables en matière de sécurité des systèmes d'information de mieux gérer, on va dire, les menaces numériques. Notamment sur la partie prédiction et détection des cyberattaques à travers donc, des solutions aujourd'hui qui existent sur le marché. On peut citer donc des solutions telles que le XDR, NDR, etc. Mais par contre, l'humain, il a toujours un rôle essentiel pour veiller à identifier les dernières techniques, les dernières tactiques de cybersécurité afin d'ajuster les algorithmes et notamment l'IA. Notamment sur la partie prise de décision, c'est très important que l'humain reste le décideur. C'est vrai qu'aujourd'hui, les solutions, bien l'IA nous permet de détecter, mais pour analyser, pour investiguer, donc le rôle de l'humain il est très important afin de prendre donc la bonne décision. Sur la partie investigation, en cas d'incident cyber, comme vous savez, donc on a toujours besoin de l'humain pour pouvoir analyser, identifier la source et l'origine de la cyberattaque et comment aussi résoudre donc, le problème et prendre les bonnes décisions. Face aussi à la gouvernance, reste toujours l'humain important pour mettre en place une stratégie cyber. Sur la partie gouvernance, en se basant bien sûr sur les bonnes pratiques, que ce soit au niveau des normes internationales ou bien sûr les référentiels
qui existent sur le marché aujourd'hui, comme vous le savez, le NIST, le CS, et bien l'ISO 27001 et d'autres normes, bien sûr. Notamment sur la partie éducation. Donc, l'humain doit toujours maintenir ses compétences afin aussi de mettre à jour les algorithmes en termes d'IA et surtout aussi de sensibiliser le personnel, parce que le maillon le plus faible, c'est l'humain. Donc on a toujours besoin d'éduquer le personnel par rapport aux différentes menaces numériques qui ne cessent d'évoluer. Et le vecteur d'attaque reste toujours l'humain. Donc c'est important de travailler aussi sur plusieurs aspects. L'IA reste toujours intéressante et on va dire nécessaire aujourd'hui, mais l'humain reste indispensable dans ce écosystème par rapport notamment la partie sensibilisation du personnel par rapport aux dernières menaces, les dernières vulnérabilités, aussi sur la partie, comme je vous ai dit, adaptation des algorithmes. Voilà. Donc, on pourra aussi développer d'autres axes par la suite. Je laisse mes collègues aussi intervenir. Merci. Merci beaucoup. Alors, Jérôme, est-ce que vous pouvez nous parler des menaces en cybersécurité et en IA? Alors, tout d'abord, merci d'être venus aujourd'hui, si nombreux. Merci à PCB pour l'invitation. Pour replacer le contexte des menaces, je pense qu'il faut aussi replacer l'IA aujourd'hui. J'ai l'impression que l'IA, on y est vraiment encore à la préhistoire. Donc aujourd'hui, on a le ChatGPT qui nous aide un petit peu. Mais si on regarde par exemple la dernière conférence RSA aux États-Unis de cet été, on a énormément de startups qui ont sorti des produits IA qui vont justement, comme disait Bachir, sur les 4 aspects cyber, donc offensive, défensive, sur de la réponse et de la gouvernance. On peut avoir des petits agents qui vont contrôler la data aujourd'hui sur l'ensemble de votre système et vous dire si vous êtes compliant RGPD ou pas. En fait, l'IA aujourd'hui, il est vraiment vu sur un point, on va dire, de protection et de résilience. Il y a beaucoup de produits qui vont sortir et qui continuent à sortir. Mais on ne parle pas encore de la menace, puisque la menace, on ne la connaît pas. Enfin, elle arrive en tout cas. Et on a besoin d'anticiper. Alors c'est une question que je me pose souvent. Quelles sont les nouvelles menaces avec l'intelligence artificielle ? La première question que je me suis posée, est-ce que ça ne va pas être sur l'utilisation de l'intelligence artificielle ? Bachir l'a très bien dit, l'humain, vous le savez comme nous, c'est le point faible généralement dans nos systèmes d'information, ce qui est tout à fait normal, ce n'est pas une machine, ce n'est pas une critique, et il va falloir aussi s'adapter. Donc on va avoir sûrement un problème de formation, d'utilisation d'outils. Ça me fait un peu penser aux sociétés qui font de la transformation numérique et qui mettent tout dans le cloud, et qui s'avèrent aujourd'hui qu'ils ont d'autres vulnérabilités, c'est-à-dire d'autres menaces qui sont plutôt des menaces de configuration, des menaces de connaissance sur les solutions cloud, etc. Donc, vous voyez, la menace s'adapte toujours. Donc moi je dirais qu'on va avoir des menaces sur le côté évidemment pratique de l'IA. La deuxième aussi, c'est effectivement, ça je ne vous l'apprends pas, c'est la souveraineté des données. Aujourd'hui, quand vous mettez par exemple des données dans ChatGPT 3, il faut savoir qu'elles sont publiques. Donc vous pouvez retrouver, vous pouvez faire un test tout simple par exemple, si vous voulez regarder si un texte est un plagiat ou s'il a été fait avec ChatGPT, vous pouvez lui demander. Vous lui dire, alors est-ce que ce texte que je te copie-colle a été généré par toi? Et il va vous dire oui ou non. Donc ça c'est déjà un problème souverain, donc là je parle avec ma casquette comme cyber, effectivement c'est quelque chose qui va importer plus les États, mais aussi les entreprises un jour en tout cas. La troisième menace, c'est la menace sur notre vie privée. Cette fois-ci, par exemple, ChatGPT, pour reprendre cet exemple, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, il vous demande maintenant de vous connaître. Ça veut dire qu'il vous demande une biographie. Et le moteur est tellement intelligent qu'il est capable aujourd'hui de répondre en fonction de qui vous êtes. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça le futur de l'IA. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film qui s'appelle Her. Je dois mal le prononcer, mais H-E-R, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est justement une IA qui est extrêmement intelligente et surtout qui s'adapte. Et
Bon, je ne vais pas vous spoiler, mais on voit justement Joachim Phoenix tomber amoureux de son IA. Et ça, je pense que c'est une troisième menace qui va être vraiment récurrente chez nous, c'est on va pouvoir peut-être comprendre, alors là, je vais loin, je vais presque dans le transhumanisme, mais on va peut-être comprendre un petit peu ce qui se passe dans le cerveau des gens. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a les leaks, j'ai le login, password, wow, super, je vais pouvoir entrer dans ces emails. Demain, on va peut-être pouvoir avoir, je sais qui j'ai en face, avec ses perversions, avec ses soft skills, etc., etc. Évidemment, la quatrième menace, où là, je pense qu'on va avoir difficile, c'est ce fameux côté offensif. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur ce côté-là? Alors là, c'est une bonne question. Alors aujourd'hui, je vous invite à tester un outil qui s'appelle OpenGPT, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un outil, tout simplement, où vous avez deux IA qui discutent ensemble. Et là, vous lui demandez, disez, voilà, tu vas devenir un agent, un hacker anonyme, et tu vas te balader sur le web. Et tu vas faire ce que tu veux. Et il vous répond. Donc je vous laisse tester. Je pense que c'est à la limite de la légalité, donc je ne vais pas aller plus loin, mais on peut s'imaginer que plus tard, on aura des implants qui sont faits par les IA eux-mêmes. Et ça, à mon avis, c'est une discussion sur la défense à avoir, puisque au lieu d'en avoir une équipe de 5 hackers qui sont spécialisés avec chacun un rôle, on pourra en avoir des milliers. Donc c'est quoi le futur de la protection quand on a 1000 ou voire 10 000 hackers contre nous, alors qu'on a l'habitude d'en avoir 5 par jour? Voilà, alors si quelqu'un veut rebondir là-dessus, oui, je suis preneur. Alors, j'ai Philippe. Donc, une première question. Quels sont les différents types d'IA? Parce qu'on a l'habitude de parler d'IA, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus de quoi on parle? Oui. Alors, intelligence artificielle, révolution, évolution, que dire là-dessus? Les avis divergent. Différentes personnes se positionnent en disant attention, on devrait peut-être tout bloquer pendant une certaine période parce qu'on ne va pas garder le contrôle des choses par rapport à l'intelligence artificielle. En fait, quand on parle d'intelligence artificielle, on découvre qu'il y a deux grandes parties. D'une part, il y a l'intelligence artificielle qu'on appelle étroite. C'est un aspect qui couvre une gamme étroite de capacités, et donc la plupart du temps sur un sujet très spécifique. On parle par exemple de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance vocale, d'assistants vocal. Voilà, donc c'est également pour la conduite de la voiture autopilotée ou la conduite de voiture. Donc, cet aspect est lié à un ensemble de contraintes et de limitations. Toutefois, déjà à ce niveau-là, on découvre qu'on est souvent impressionné parce que l'intelligence artificielle, même étroite, fait preuve d'une certaine intelligence et permet de vraiment performer dans certains éléments. L'autre catégorie, c'est l'intelligence artificielle générale. Elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus profonde. Elle limite l'intelligence humaine et elle peut résoudre tout type de problème. Alors très souvent, on lui associe également l'apprentissage, l'auto-apprentissage, à savoir qu'on va inculquer un certain nombre d'éléments, un certain nombre de problèmes au système, et le système va pouvoir résoudre tout un ensemble d'autres problèmes sur base des premiers éléments acquis. Au jour d'aujourd'hui, on est surtout dans le domaine, on reste au niveau de l'intelligence artificielle étroite. Au-delà de ces deux catégories, on parle également de super-intelligence artificielle. Et là, c'est un peu le domaine évoqué au départ, à savoir les craintes d'avoir des systèmes, des robots qui soient plus évolués que l'être humain et par rapport auxquels on perdrait le contrôle. Voilà. De manière générale, doit-on s'intéresser, doit-on adopter l'intelligence artificielle? Ça, c'est un autre débat. Il est clair qu'aujourd'hui, les bénéfices apportés par l'intelligence artificielle sont nombreux. Et on est déjà aujourd'hui dans un contexte de... Oui, ce n'est pas simplement quelque chose d'agréable à utiliser, un nice to have, mais ça devient quelque chose d'obligatoire.
ne pas l'utiliser apportera un certain handicap. Je vois qu'on a déjà des questions. Garde-t-on les questions pour la fin? Oui. Alors, merci beaucoup. Je vais revenir un peu rebondir sur ce que Jérôme a dit sur ChatGPT. Est-ce que, Jérôme, vous pensez que c'est plutôt bénéfique ou bien risqué d'utiliser ce type de technologie? Alors oui, effectivement, on s'est parlé de manière générale des avantages et désavantages de l'IA. Je pense que c'est le sujet qui est introduit, puisque bon, il n'y a pas que ChatGPT, hein, évidemment, il y a énormément d'outils. Je pense que de manière générale, même si je voudrais dire que l'IA potentiellement peut être une menace, etc., on n'aura pas le choix de l'utiliser, en fait, tout simplement. Ça me rappelle mes amis qui, à 30 ans, qui me disaient « Internet, ça ne marchera jamais ». Donc, je pense qu'ils n'étaient pas très visionnaires. Je pense que l'IA, c'est vraiment le web 4.0. Alors, on le voit très bien si vous connaissez. Alors, je vais reprendre des aspects techniques pour que ça soit vraiment très visuel, ce que je vais dire. Si vous connaissez Zapier, qui est un orchestrateur, donc c'est un outil sur Internet sur lequel vous pouvez connecter n'importe quel autre système. Donc, vous pouvez connecter un Facebook, vous pouvez connecter un Mailchimp, vous pouvez connecter un CRM, vous pouvez connecter n'importe quoi. Donc, en fait, aujourd'hui, nous, par exemple, à l'ESD Academy, on a réussi à faire un système de gestion, donc de type CRM, système de gestion de l'entreprise, simplement avec ça. On n'a même plus besoin de créer de site web, en fait. On n'a même plus besoin d'application derrière qu'avec un back-office qui nous dit non, tout est automatisé. Ça part d'un fichier Excel, ça rentre là-bas, ça revient ici, ça envoie le mail, et vous n'avez plus rien à faire, c'est l'IA qui répond. Il y a ChatGPT intégré. Donc vous voyez, comment dire non à ça ? Donc est-ce que la transformation numérique, c'est un désavantage ou un inconvénient ? Ça peut être toujours un inconvénient parce que ça va effectivement créer du chômage, hein, c'est clair, mais ça va transformer des métiers. Donc je pense que moi, je ne suis pas très vieux jeu, je pense qu'il faut plutôt s'adapter à cette technologie. Aujourd'hui, l'IA, ça reste quand même effectivement deux types d'intelligence qui sont très impressionnantes, surtout sur le plan cognitif, mais ça reste loin d'avoir une prise de décision et des sentiments et un système neurotypique qui est capable de je dirais, avoir la bonne réponse. Et comment, on ne le sait pas, parce que c'est nous qui l'avons. Ça, c'est typiquement humain. Donc, à mon avis, l'IA, l'avantage, c'est de s'adapter. Donc, il y a des pays qui vont aller plus vite que d'autres, et ça, c'est géopolitique. Désavantage, ça serait de ne pas le faire. Donc, Béchir, vous pensez que l'humain est plutôt menacé par ces genres de technologies? Alors, à votre avis? Tout à fait. Je vais rebondir d'abord sur ce qu'a dit tout à l'heure mon ami Jérôme. En fait, je vais revenir sur un point très important. D'après notre expérience sur le terrain, aujourd'hui, les sociétés, je parle des petites et moyennes entreprises, on a toujours un débat dans le sens où des avantages de l'IA. C'est vrai qu'il y a pas mal des avantages. Donc aujourd'hui, tout le monde est conscient des avantages de l'IA dans la cybersécurité, à travers l'automatisation, la gestion, l'orchestration. Mais il y a aussi des inconvénients. Donc il ne faut pas toujours penser que être outillé avec des solutions aujourd'hui innovantes qui sont sur le marché, c'est pas que les solutions ou bien l'outil qui va gérer la cybersécurité. On parle de la gouvernance en matière de cybersécurité. On a toujours besoin de l'humain pour gérer les aspects, que ce soit en termes de stratégie, en termes de gouvernance, en termes de gestion des incidents, en termes de sensibilisation, comme j'ai donné des exemples tout à l'heure. Il faut toujours garder en tête que les sociétés ne doivent pas se baser uniquement sur une solution ou bien sur un outil. C'est vrai que l'outil, il est fait pour aider, pour prendre les décisions, pour être en amont et pas en aval, donc détecter. On a des statistiques aujourd'hui qui font un peu peur, dans le sens où les sociétés, la moyenne pour détecter une cyberattaque, c'est 6 mois. C'est-à-dire que les sociétés sont victimes des cyberattaques. Parce qu'on parle de cyberattaque, ça peut être une intrusion en mode zombie, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont en train de collecter des informations, sont en temps de passer à l'action, mais on ne sait pas quand ils vont passer à l'action. Ça, c'est très important. Il faut être conscient de ça. Aujourd'hui,
Il y a même des sociétés qui n'ont pas communiqué, ne veulent pas communiquer sur l'aspect l'image de marque et réputation, mais aujourd'hui c'est une réalité. Les sociétés doivent beaucoup investir pour mieux gérer l'aspect cybersécurité, pour réduire les risques et les menaces dans le cyberespace. Jérôme a parlé de la transformation numérique. On est conscient aujourd'hui que toutes les sociétés, elles ont opté pour la transformation, pour tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique, c'est bien. Mais il faut savoir aussi qu'il y a derrière plusieurs risques, plusieurs menaces. Même en termes de méthodologie de management des risques, et là je profite pour Jérôme, je vais laisser par la suite parler de ce point très important. En France, donc, en tant que membre aussi du club BIOS, la méthodologie BIOS-CRM, donc, elle a aussi mis le focus sur le risque numérique et surtout sur le risque intentionnel. Vu la transformation, vu les statistiques durant les 5 dernières années, c'était aussi une autre vision de changer un peu la stratégie, de se focaliser plus sur les risques numériques par rapport aux cyberattaques. Comme je l'ai dit, vraiment sont de plus en plus sophistiqués. L'IA, c'est vrai qu'elle joue un rôle très important. L'idée, c'est que je voulais dire que il faut cette prise de conscience dans le sens où les sociétés doivent investir plus sur l'humain, ne pas juste avoir des solutions, parce que les solutions vont aider, mais ce n'est pas les solutions qui vont gérer la cybersécurité. Et ça, c'est très important. Tous les spécialistes en cybersécurité sont conscients de ça, ils sont en train de travailler sur ça. Mais beaucoup des progrès, il y a d'autres progrès sûrement dans les années à venir. Voilà, l'humain reste toujours derrière la technologie. Il doit veiller sur les menaces et la prise de décision. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Alors Philippe, j'ai une question pour vous. Suite lanceur d'alerte, donc l'année dernière, donc Geoffrey Hinton, pour ne pas le nommer, qui a quitté donc son poste pour alerter justement sur la situation, donc les dangers de l'IA. Est-ce que vous partagez en fait son positionnement? Est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment des dangers qui assez grands pour l'humanité, pour nous? Alors, on en revient à cette question de y a-t-il danger, faut-il se méfier de l'intelligence artificielle? Bon, il faut bien être conscient que durant ce dernier siècle, on a traversé un certain nombre de, entre guillemets, révolutions technologiques, et à chaque fois, cette question s'est posée. Donc, on est passé à la mise sur pied des ordinateurs dans les années 50, 60. On a eu la révolution suite à l'utilisation de l'électricité. À chaque fois, on s'est posé la question, oui, mais que va devenir l'humain par rapport à cela? Quels sont les risques pour l'espèce humaine? Donc, la question est à nouveau là. Moi, je dirais qu'il faut bien sûr adopter l'évolution technologique plutôt que de s'en méfier. Il faut voir également les progrès qui sont apportés par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Typiquement, on va retrouver des diagnostics beaucoup plus précis. Donc, dans le domaine du prédictif, que ce soit dans les secteurs du médical, des avocats ou des ingénieurs, donc on retrouve des diagnostics beaucoup plus précis grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, très vite, on va observer que une organisation qui n'utilise pas ou qui n'adopte pas l'intelligence artificielle va se retrouver avec un certain retard par rapport à celle qui va utiliser ces bienfaits. Alors oui, malheureusement, pas seulement les entreprises, les actes bienveillants vont être développés grâce à l'intelligence artificielle. On va retrouver bien sûr également les attaques informatiques, et soyez rassurés que au niveau de la cybersécurité,
on va retrouver en premier lieu, effectivement, les hackers, les systèmes d'espionnage qui vont faire appel à ces technologies. Donc, je dirais que le risque est beaucoup plus fort de ne pas l'adopter que de l'adopter. Merci beaucoup. Donc, Jérôme, je reviens en fait avec une des questions, un des risques qui ont été mentionnés par Geoffrey Hinton, l'IA au moins d'acteurs malveillants. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein de votre école, par exemple, donc vous formez les experts en cyber de demain qui vont pouvoir mettre fin à ce flot de l'humanité, le risque de l'IA. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on a suffisamment d'experts dans le marché? Est-ce que nous avons suffisamment de formations qui peuvent nous préparer pour faire face à ce défi? Alors, je pense qu'on a un peu tous la réponse. Des formations, il y en a, mais par contre, des ressources, on en a très peu, je ne vous l'apprends pas. C'est très difficile, encore le marché est vraiment sur les flux tendus. Les recrutements, et puis parfois on le voit dans nos écoles, on a là, pour titre d'exemple, on a quelqu'un qui est sorti à 170K, quand même, pour vous dire. Bon, c'est une star dans son domaine. Donc j'ai l'impression que le marché du recrutement en cybersécurité, il est loin encore d'être assouvi. Donc tant mieux pour nous, parce qu'on va avoir du travail pendant longtemps. Maintenant, ça me fait réfléchir à un autre sujet, et je vais vous donner l'exemple de l'école. Vous allez comprendre pourquoi. Alors sans l'IA, déjà, nous, on a décidé d'utiliser des solutions cloud. Alors, on utilise du cloud. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que la gestion de l'ensemble de nos étudiants, on en a quand même sorti plus de 1200 maintenant. On a par exemple un de nos étudiants qui est top 10 mondial hack de boxe. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, en termes de sécurité offensive, je peux vous dire, il pourrait nous faire très mal. On a beau être à cheval, très rigoureux, on peut pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met dans le cloud et on déporte le risque sur les GAFAM, parce que de toute façon on n'a pas le choix, parce que sinon on a peur. Donc, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être, moi c'est mon avis, qu'on n'aura pas de toute façon les ressources pour pouvoir contrer ces nouvelles menaces sur l'IA. Par contre, c'est assez normal, on va utiliser justement peut-être les solutions cloud qui vont nous permettre de couvrir un ensemble de risques qu'on ne pourrait pas faire nous-mêmes. Donc c'est transformation digitale plus. Par exemple, quand vous voyez Google qui rachète Mendiante, c'est pas pour n'importe quoi. Je pense qu'on est vraiment il faut s'attendre, et on voit avec les solutions aussi Microsoft, à, de la cybersécurité as a service pour tant d'euros par mois, quoi. Et ça couvrira un maximum de risques. Par contre, ça entraîne d'autres risques. Et ça, c'est des risques, encore une fois, qui sont au niveau de la souveraineté de données. On revient au sujet, mais l'IA va pousser à se reposer encore cette question. Bon, voilà. Merci beaucoup. Donc, Béchir, je reviens un peu sur la gouvernance dont vous avez parlé tout à l'heure. Quelles sont les meilleures pratiques en termes de gouvernance pour maîtriser en fait ces différents risques? Très bonne question. En fait, la gouvernance, d'abord, il faut se baser sur des normes. Donc, on a aujourd'hui sur le marché une norme internationale qui est très connue en termes de gouvernance de la sécurité des systèmes d'information. Donc on parle de la norme ISO 27001. Et d'ailleurs, ça tombe très bien parce que récemment, elle a été revue. Donc elle a été mise à jour en 2022, y compris la norme ISO 27002 et la 27005. Alors, en fait, lorsque l'entreprise souhaite mettre en place une stratégie en matière de gouvernance, je parle d'abord de la sécurité de l'information, parce que la cybersécurité est une partie intégrante de la sécurité de l'information, et c'est très important aussi de ne pas oublier la sécurité physique et environnementale. Donc, il ne faut pas juste mettre le focus sur la cybersécurité. Il vaut mieux se focaliser sur la sécurité de l'information, comme je vous ai dit, à travers une norme internationale telle que la 27001. Des sociétés aujourd'hui peuvent suivre la norme pour mettre en place une gouvernance en se basant sur les exigences et les clauses de la norme, à travers des process. Je
je cite par exemple tout ce qui est management des risques, parce qu'on ne peut pas parler de la gouvernance sans parler de la gestion et de la maîtrise des risques liés à la sécurité de l'information. Avoir aussi des process tels que la gestion des incidents, tels que la continuité d'activité, gestion des accès, etc. Je passe, mais pour dire que les sociétés qui souhaitent mettre en place une stratégie ou bien une gouvernance peuvent se baser sur la 27001, tant pas nécessaire de passer à la certification, mais adopter la norme et suivre une norme, ça permet aussi aux sociétés de mettre en place une bonne gouvernance en matière de la sécurité de l'information. La gouvernance, ça se construit. On ne peut pas avoir le jour au lendemain une gouvernance. Comme vous savez, il faut avoir les ressources, il faut avoir les compétences, il faut avoir l'implication de la haute direction parce que il faut mettre en place une stratégie pour atteindre une maturité. La gouvernance, ça se construit et on doit la maintenir dans le temps avec une approche PDCA, plein d'autres check acts. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, les risques ne sont pas statiques et les menaces ne sont pas statiques. Il y a toujours des facteurs de changement, que ce soit en interne ou bien en externe. Par exemple, l'évolution de l'IA, on a la pandémie, on a eu le Covid-19, on s'est retrouvé le jour au lendemain dans une situation pour faire face aux risques, des risques qui sont nouveaux, mais les sociétés qui avaient une stratégie, ils étaient prêts pour gérer et bien s'en sortir et réduire les impacts et les conséquences liées à cette situation. Bien sûr, il y a d'autres référentiels, tels que le NIST, tels que le CIS, mais par contre, ces référentiels, c'est plutôt sont axés sur la cybersécurité, mais toutefois, donc on peut toujours se baser sur, que ce soit la norme ISO 27001 ou bien sûr d'autres référentiels sur le marché. Il y a même des documents sur la partie mapping entre la norme et les autres référentiels. C'est un choix, donc chaque entreprise peut travailler avec le référentiel ou bien la norme qui souhaite mettre en place la gouvernance, mais comme je vous ai dit, la maturité, ça se construit. On ne peut pas dire qu'on est... D'ailleurs, la sécurité 100% n'existe pas, le risque zéro n'existe pas, ça on ne cesse pas de le dire et de le rappeler. Mais la difficulté pour moi, c'est comment maintenir l'efficacité dans le temps. Parce que mettre en place une stratégie de gouvernance, c'est bien. Mais comment maintenir cette efficacité dans le temps? C'est pour cela qu'on dit toujours que l'engagement de la direction est très important et surtout de s'assurer de la disponibilité des ressources et surtout des compétences. Tout à l'heure, Jérôme il a cité la pénurie de talents. On est conscient, et tout le monde est conscient déjà de ça. Donc on a beaucoup de travail à faire pour encourager les jeunes pour suivre cette branche et continuer à former et aussi à innover en termes de contenu de formation, avoir beaucoup de spécialités. Aujourd'hui, il y a pas mal de besoins. Il faut aussi s'adapter aux besoins du marché en termes de formation et en termes de contenu de formation. D'ailleurs, je profite par PCB qui ne cesse aussi de développer des formations très pertinentes et qui enrichit son catalogue pour s'adapter donc aux besoins du marché. Il y a pas mal de formations sur la partie gouvernance, sur l'aspect technique aussi. Voilà, donc le besoin, il est là. Et je pense que tout le monde est conscient aujourd'hui, je parle des sociétés, sont vraiment conscientes de l'importance de mettre en place une stratégie en matière de sécurité de l'information. Voilà, merci. Peut-être. Merci beaucoup, oui. Juste pour ajouter, en matière de référence, donc pour information, ISO a sorti un standard relatif à l'intelligence artificielle. Donc c'est l'ISO 22989 qui a été publié déjà en 2017 ou 2018, donc déjà depuis quelques années. Et d'autre part, le Joint Research Center a également publié des axes de guidance pour la mise en place d'une gouvernance et pour le traitement des systèmes justement d'intelligence artificielle.
Et à ce niveau-là, un des piliers, un des éléments fondamentaux qui est mentionné, c'est l'importance d'une gestion des risques adaptée au système d'intelligence artificielle. Donc il demande de vraiment prendre en compte les spécificités de l'intelligence artificielle pour adresser la gestion des risques dans ce domaine. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus être dogmatique. Il faut parler aussi et terminer sur une bonne note, enfin, sur les aspects positifs. Donc, en termes de bénéfices, est-ce que, Philippe, vous pouvez nous expliquer quels sont les gains, justement, dans le prédictif et le prescriptif? Oui, alors, en matière de bénéfices, donc, à nouveau, adopter l'intelligence artificielle, c'est adopter un outil qui va permettre d'être beaucoup plus précis au niveau des diagnostics, donc dans le domaine du prédictif ainsi que du descriptif. Donc ça, c'est bien sûr un élément très, très, très important. Donc à nouveau, la question de l'utiliser ou pas. Ne pas l'utiliser, ce sera perdre des moyens par rapport à un niveau de service pour une entreprise ou par rapport à des prédictions dans le domaine, que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine judiciaire ou dans le domaine des technologies. Donc, oui. Également, par rapport au volume, donc chez NRB, donc, nous nous intéressons aussi à l'intelligence artificielle, dans la mesure où l'IT, enfin l'ensemble des organisations sont impactées par cette intelligence artificielle, donc l'utiliser ou pas, à nouveau, la question se pose partout. Et parmi nos clients, donc, dans le domaine des mutuelles, on retrouve le traitement de larges volumes de documents, et c'est un aspect qui profite particulièrement de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, notamment dans le traitement des factures, hein, le traitement des documents. Donc, on sait que la mutuelle traite des volumes importants de documents qui rentrent dans la chaîne de facturation. Ces documents arrivent sous différents formats, papier, envoyé par la poste, scanné, j'allais dire par fax, non, pas par email, enfin, toute une série de formats possibles. Et l'intelligence artificielle va permettre de traiter rapidement ces documents pour en extraire des informations utiles. Et également éviter les oublis à travers différents modèles qui seront adaptés par l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'un patient qui reçoit certains traitements, ben, il y a toute une série d'aspects annexes qui vont se présenter, qui vont générer des besoins de facturation. Et en pratique, on observe qu'il y a un pourcentage de pertes lié au fait que toute une série de facturations sont oubliées. Un de nos clients a fait appel à nos services donc pour pallier à cet aspect-là. Et nous travaillons avec une entreprise de Bruxelles spécialisée dans le domaine de l'intelligence artificielle pour apporter une solution. Voilà. Merci et beaucoup. Donc, gestion de documents, aspect très important. Merci beaucoup, Philippe. Alors, je vais revenir, Jérôme, sur une question. Donc, vous avez mentionné au début de la discussion donc, la suppression d'emplois. Est-ce que vous trouvez que la création de formations et donc la formation générale peut être une solution, donc une réponse à cette peur donc, humaine de se voir remplacée par l'IA? Ah oui, là on touche plus vraiment à la cybersécurité, mais effectivement je pense qu'il va falloir vraiment transformer les métiers. Bon, je me trompe peut-être, mais vu les capacités de l'IA juste aujourd'hui, nous on sait qu'on a à peu près 30% de ce qu'on faisait avant qu'on a transféré dans l'IA. Donc ça peut être tout simplement de la génération de tweets, ça peut être donc du community management, ça peut être du design, ça peut être voilà, des choses qui sont administratives. Donc je pense qu'on n'a pas le choix d'aller vers des entreprises, des nouveautés, des startups qui vont nous rendre les choses moins chères. Là, je parle en tant que dirigeant. Donc effectivement, alors ça a toujours été le cas. Hein, vous vous rappelez, l'industrialisation, on est passé au tertiaire, etc. Donc c'est pas nouveau. Et effectivement, la formation est le point clé justement pour pouvoir pallier à cette problématique, quoi, je pense.
Merci beaucoup. Alors, une question aussi sur les valeurs humaines. Est-ce que, Bachir, vous pensez qu'on peut le coder, on peut le faire comprendre à une machine? C'est une question très intéressante. Moi, j'ai toujours une idée à transmettre, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'humain qui a créé l'IA. On n'a pas eu l'IA comme ça, donc c'est l'humain qui a créé l'IA. Et par rapport le besoin aujourd'hui du marché, en termes, je parle du marché de la cybersécurité bien sûr, l'humain joue un rôle très important. Mais comment je vais expliquer ça, mais on va dire que je n'ai pas vraiment compris la question pour savoir répondre. Oui, en fait, c'est une question générale en termes d'éthique, parce que nous avons un problème qui est mal ou peu maîtrisé aujourd'hui. C'est d'avoir une synchronisation donc, du respect de l'éthique des valeurs produites par l'IA. Peut-être Philippe, vous avez un avis aussi au sujet? Oui, là vous abordez un aspect, un problème effectivement de l'intelligence artificielle qui est le problème qu'on appelle le problème d'alignement. Donc quel est l'alignement de l'intelligence artificielle par rapport à l'éthique, les émotions humaines, hein. Vous savez que dans toute une série de situations, l'être humain va réfléchir, va faire preuve de bienveillance ou de malveillance et va prendre des décisions par rapport à cela. L'intelligence artificielle ne répond pas à ce point-là et n'est pas capable de répondre à ce point-là. Donc là, on touche bien à une lacune du système qu'il faut prendre en compte. N'oubliez pas également l'exemple en Arizona, l'exemple d'Hélène Herzberg, qui est une des premières victimes de l'intelligence artificielle, donc qui a été écrasée par une voiture autopilotée. La voiture autopilotée n'avait pas dans ses registres le fait qu'une bicyclette pouvait traverser la rue. C'était pas quelque chose que le système de conduite autopilotée avait considéré comme possibilité. Et donc cette personne est passée à vélo devant la voiture. La voiture aurait très bien pu s'arrêter, mais a continué sa trajectoire. Donc l'intelligence artificielle fait ce qu'on lui dit de faire à nouveau, mais dans certaines situations, on n'aura pas la possibilité de pallier à ces problèmes d'alignement, ces problèmes d'éthique. Merci beaucoup. Jean, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je pense que Philippe a très bien répondu à la question. Peut-être, je voudrais juste rajouter un point, c'est sur l'éthique de l'IA lui-même. Donc ça, c'est la question qu'il faut se poser. Alors, je reprends un exemple de chez Microsoft où deux IA se sont parlé et ils ont commencé à se créer une propre langue et à s'écarter justement de manière volontaire de l'homme. Donc ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est un exemple concret, c'est des exemples aujourd'hui avec des IA, bon je recite encore ChatGPT, je rappelle qu'il n'est pas le seul, où vous savez que ces moteurs IA sont jailbreakables. Donc il y a la partie front où vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il y a une éthique qui est codée dans l'IA. Mais cette éthique, vous pouvez l'enlever. Et ça a été le cas de ChatGPT. On a vu ChatGPT, par exemple, proposer dans divers prompts des actes de malveillance, même pédophiles. Ouais, donc, oui, je l'ai testé, effectivement, ça marche. Donc le ChatGPT peut vous emmener dans des coins très sombres, un peu comme on a avec le dark web. Et donc ça, c'est une question à se poser. Comment on va coder l'éthique de ces IA plus tard? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, on vous donnera la parole. Donc là, il nous reste un peu moins que 15 minutes pour échanger et converser avec nos invités, leur poser toutes vos questions, vos préoccupations, vos inquiétudes.
Oui, je crois que le monsieur avait une question tout à l'heure. Oui. Oui, c'est monsieur ici au milieu. La question que j'avais, c'était, alors déjà, merci pour cette présentation, c'est, on parle sur le périmètre de la cybersécurité, quels sont aujourd'hui les usages pratico-pratiques, et je parle bien sur le périmètre de la cybersécurité. Est-ce que vous, en tant que professionnel, il vous arrive d'utiliser l'IA pour faire des tests de pénétration, pour faire du craquage de mots de passe ou des choses comme ça, avec les éléments d'éthique dont on vient de parler? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est plus sur l'éducation. Comment on peut arriver à mieux éduquer, sachant qu'on a une explosion des normes réglementaires, mais également une explosion des différents standards. Et là, ça devient un peu compliqué pour le commun des mortels. Merci beaucoup. Donc la première question, effectivement, oui. Puisque nous, on fait aussi du conseil. Effectivement, on a des pen tests ou des instructions, vous pouvez l'essayer d'ailleurs avec les IA, où on vous demande de créer des charges, en fait, et ils vous les font très bien. Donc, ils vous les obfusquent pour que ça puisse rentrer. Donc, évasion d'EDR, évasion d'AV, pour prendre des aspects techniques, donc évader un antivirus. Aujourd'hui, que ChatGPT, ça se fait très bien. Donc c'est impressionnant à quel point il est un outil qui peut aider les pentesters. Donc ça, ma réponse est claire, on l'a testé, ça marche. Et la deuxième, effectivement, alors je suis pas sûr d'avoir tout compris, je vais essayer de répondre. Mais effectivement, sur l'éducation, alors à mon avis, ça va se faire comme d'habitude. Je sais qu'au ComCyber, par exemple, on est en train, et on a même commencé, à faire, vous savez, du recrutement pour les jeunes lycéens. Et même sur les journées d'ouverture nationale, maintenant, on est en train de discuter sur comment sensibiliser à la cyber. Donc, dès le début, à l'école, par exemple, on a la police nationale qui fait le passeport Internet, qui vous explique comment ça fonctionne. Attention, votre vie privée, voilà pourquoi, voilà quels sont les risques. Donc, quelqu'un qui est déjà au collège, il est censé être sensibilisé. Et là, on a le ministère des Armées donc, qui appuie. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. C'est mes photos, elles sont sur Internet, ça c'était en 2010, 2020. Attention danger. 2023, 2030, attention à l'IA. Voilà, c'est ma réponse. Merci beaucoup. Ouais. Je pense qu'on a une autre question. Oui, bonjour, merci pour vos présentations. Peut-être un élément de plus par rapport à la première intervention. Il y en a déjà eu en Belgique une personne qui s'est suicidée à cause de Replica, qui était devenu son ami intime et qui l'a poussé à aller vers son côté obscur et jusqu'au suicide. Pour les pratiques par rapport à ça, concrètement, est-ce que le risque le plus important, c'est pas l'humain, c'est-à-dire les collaborateurs? Quand on voit, j'ai vu dans le Thalys ce matin, 62% des collaborateurs utilisent ChatGPT sans en parler à leur patron. Donc, ce qui pose quand même un gros problème. Et la deuxième, et je rejoins un peu la question précédente, c'est qu'est-ce qu'on fait dans un univers en Europe qui est hyper réglementé, avec l'IA Act qui veut interdire déjà un certain nombre de choses, alors que les États-Unis, la Russie, la Chine s'en fichent complètement. Et le RGPD, puisqu'on a un spécialiste, qui est totalement en contradiction avec l'IA. Et donc, si on applique le RGPD, on doit interdire l'IA. Donc, concrètement, vous faites quoi avec tout ça? Alors, je vais prendre d'abord la partie au niveau d'entreprise, parce que tout à l'heure, on a parlé aussi de la partie gouvernance. C'est très important aussi, lorsqu'on parle de gouvernance, c'est de prendre en considération ce scénario. C'est l'utilisation de ChatGPT. À travers le process, moi je parle très bien aujourd'hui, on doit changer même la terminologie. C'est très important qu'on ne parle plus de sensibilisation. On doit plutôt utiliser un terme plus approprié, c'est l'éducation continue des collaborateurs et des collaboratrices au sein de l'entreprise. Pourquoi je parle de l'éducation? Parce que c'est un exercice en continu. Les collaborateurs doivent être toujours sensibilisés en continu. Il ne suffit pas juste d'avoir une plateforme pour faire suivre des sessions en e-learning. Déjà, est-ce que c'est efficace, oui ou non? Ça c'est un débat. L'intérêt, qu'est-ce qu'ils ont compris aussi? Donc ça c'est très important. En termes d'entreprise,
l'entreprise doit mettre en place une stratégie pour verrouiller les accès, pour rappeler aussi les dangers qui sont liés à l'utilisation de ChatGPT et notamment l'IA, et expliquer et donner des exemples concrets par rapport des mécanismes ou des techniques à travers l'IA, parce qu'aujourd'hui, on peut tout automatiser. On pense que on est en train d'échanger avec un humain, mais derrière, c'est pas l'humain, ce sont des machines et des logiciels, etc. Donc, je pense qu'il faut revoir cet aspect en termes de gouvernance. Au sein d'une gouvernance de l'entreprise, ça doit être pris au sérieux et trouver des solutions afin de faire face à ce genre de risques que vous avez cités. Et merci pour la question. Oui, peut-être pour ajouter un élément par rapport à cela. Donc, effectivement, il est important d'adopter des règles d'utilisation. Il est possible pour ChatGPT, comme vous le mentionnez, d'adopter des règles comme les entreprises le font pour Facebook ou autres systèmes, d'interdire l'utilisation à partir du réseau de l'entreprise. NRB accorde également beaucoup d'importance à la sécurité. Et par exemple, pour la protection des données de nos clients, nous désactivons l'utilisation des ports USB. Donc nous ne sommes pas obligés d'accepter tout ce qui vient, mais nous sommes par contre tenus de gérer l'utilisation qui en est faite. Ça ne veut pas dire que les employés ne peuvent pas utiliser ChatGPT sur leur téléphone ou chez eux. Mais l'important, c'est de gérer l'impact que cela peut avoir sur les données de nos clients. Bonjour, moi je suis Nirocha, je suis juriste et spécialiste dans la protection des données. Et voilà pourquoi je vous pose deux questions concernant la protection des données. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre par rapport à ça. Première question, et j'aimerais avoir votre perspective sur les tendances émergentes par rapport sur la protection des données. J'ai mis ma question là. Les tendances émergentes en matière de protection des données auxquelles les sociétés IT ou acteurs informatiques devraient être attentifs lors de l'intégration des solutions d'IA dans leurs opérations. Quelles sont les tendances en matière de protection des données? Et deuxième question, c'est, je ne sais pas si vous pouvez me répondre, les challenges et les considérations légales dans l'adoption ou le deployment des solutions IA dans l'Europe. Est-ce que je n'ai pas entendu parler de ça? Donc voilà, merci. Bon, je vais essayer de répondre à la première question. Donc, vu mon expérience modeste, bien sûr, dans la partie RGPD, si vous pouvez reformuler la question pour que je puisse... Donc, vos points de vue sur les tendances émergentes ou les meilleures pratiques en matière de protection des données auxquelles les acteurs informatiques, les organisations IT devraient être attentifs lors de l'intégration des solutions IA dans leurs opérations. D'accord. Alors, d'abord, on va commencer par le principe, parce que le principe, c'est quoi? Lorsqu'on parle de conformité RGPD, ou bien de protection des données à caractère personnel, il faut d'abord toujours penser au socle de sécurité, parce que les données sont quelque part dans les systèmes d'information, sont hébergées dans des serveurs, des PC. Donc l'entreprise, si en amont, elle a mis en place une stratégie à travers des mesures de sécurité techniques et organisationnelles à la fois, les deux, et d'ailleurs dans la partie RGPD, on a des articles qu'on doit mettre en place des bonnes mesures et des bonnes pratiques en termes de sécurité de l'information pour pouvoir protéger et assurer donc la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'information. On a des droits à respecter, on a des principes aussi à respecter, mais à travers l'IA, c'est aussi important de se poser des questions, comment rajouter des mesures compensatoires afin de sécuriser les données à caractère personnel à travers le traitement de l'IA. Parce que l'IA, c'est nouveau, comme on l'a dit.
sûrement, il y a des risques. Et d'ailleurs, en termes d'RGPD, on doit faire l'analyse des risques. S'il y a des risques sur la vie privée des personnes, donc on doit forcément réaliser une analyse des risques et prendre les bonnes décisions et mettre en œuvre donc un plan de traitement de risque à travers des mesures. Donc ce qui fait, l'entreprise doit mettre à jour son registre de traitement et être au courant de traitement et des conséquences qui sont derrière, afin de pouvoir anticiper et ne pas se retrouver dans des situations de divulgation ou bien de non-respect des droits des personnes. Ça, c'est très important. Donc, je pense que toujours, lorsqu'on a une stratégie et on a une gouvernance, si on a aussi la conformité RGPD, ben forcément, il faut prendre en considération l'aspect IA et comment l'entreprise peut faire face aux risques liés au l'IA et à travers le traitement des données à caractère personnel. Voilà, merci. Oui, la deuxième question. Pour ajouter un élément par rapport à cela, effectivement, le point a été cité. Donc la gestion des risques reste un élément très, très, très important. Et donc par rapport à l'intelligence artificielle ou son utilisation, ben, à nouveau, il s'agira de dérouler une analyse des risques pour identifier les mesures de sécurité indispensables. Je pense qu'on a une dernière question, deux dernières questions. Je ne sais pas si on a le temps. Une dernière. D'accord. On peut continuer après, si vous voulez. Bonjour, chers tous. C'est Marius Kwame. J'aimerais poser une question. C'est une contribution également. On veut adopter la technologie IA dans la cybersécurité. J'aime beaucoup EBIOS parce que EBIOS homologue des outils pour la gestion des risques. Et la question que je pose, pourquoi ne pas aussi homologuer des outils qui nous permettent d'aller, n'est-ce pas, pratiquer la cybersécurité au travers de l'IA. Voilà. Ah oui. Un groupe de travail EBIOS sur l'IA et les risques de l'IA. Ça, c'est intéressant. Là, je vais prendre ma casquette Club EBIOS. Effectivement, si vous allez déjà sur le site du Club EBIOS, vous allez voir qu'il y a quelques travaux déjà qui présentent un peu les risques sur l'IA. Mais effectivement, la méthode EBIOS, je pense aujourd'hui, la Risk Manager, elle est adaptée à ces problématiques, je dirais, de cybersécurité, puisque là, on parle de l'IA dans la cybersécurité. Et donc, ça n'empêche en aucun cas. Ce qui nous manquerait peut-être, et là, je vous rejoins aussi, c'est surtout la base de connaissances. Voilà, effectivement. Alors, il y a la révision de la méthode EBIOS qui va bientôt. Alors, une révision, c'est une 1.1, c'est pas une refonte, mais qui va bientôt sortir. Et effectivement, toutes ces problématiques vont être abordées et le référentiel est normalement bien. Et la base de connaissances devrait aussi s'adapter également. Donc, voilà, je pense que ça suffira. Merci. Merci beaucoup. Donc, dernière question. Merci. Donc, nous, en tant qu'utilisateurs de l'intelligence artificielle ou en tant qu'entreprise qui peuvent subir les risques dus à l'intelligence artificielle, donc on doit se protéger. Mais juste une question, puis je ne suis pas spécialiste de la matière. Est-ce que les fournisseurs de solutions, donc les entreprises, ce sont des entreprises, est-ce qu'elles ne seront pas tenues responsables de garantir la sécurité des utilisateurs? Donc ils peuvent empêcher. Donc est-ce qu'il y aura de la législation qui leur responsabilise et qui leur impose donc d'éviter d'offrir certains services, par exemple? Alors, je vous invite à la conférence de demain, parce qu'on traite exactement cette question, donc à 11h. Donc, c'est pile, exactement la question que vous venez de poser. Mais je peux vous laisser répondre, si vous voulez, les premiers éléments de réponse. En fait, toujours lorsqu'on a des changements, je prends par exemple le cas de RGPD, on a mis beaucoup de temps pour réglementer. Donc, je pense que même en termes de NIS 2, comme vous savez, donc, on est en train
de mettre à jour pas mal de réglementations et je pense qu'on va arriver un jour à mettre en place une réglementation afin aussi d'imposer de plus réglementer cet aspect qui est aujourd'hui un danger pour les sociétés. Mais je pense que c'est pris en charge et je pense que les années à venir vont nous donner plus d'infos sur les nouvelles réglementations qui vont rentrer en vigueur, comme on a eu donc l'RGPD, le NIS 2, etc. Donc je pense que bientôt on aura la réponse. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la participation et surtout merci à notre panel Merci pour leur contribution qui est très appréciée. Merci. Voilà. Et, merci à vous. Merci.